Il y a 3 ans, ici même, nous inaugurions la première édition du magazine H2O consacrée aux risques de crue. 18 mois plus tard, cette même passerelle était recouverte par les eaux de la crue de juin 2016, qui, de simple probabilité, était devenue une réalité. Cette crue fut un événement historique, comme le seront peut-être les orages de juin 2017. Ces phénomènes hors normes annoncent-ils un changement climatique? Et si oui, comment le SIAG, les collectivités, mais les habitants eux-mêmes doivent-ils s'y adapter? C'est à ces questions que nous allons tâcher de répondre. Le territoire du SIAG a connu à 2 reprises des événements climatiques hors normes. Ce fut tout d'abord la crue de juin 2016, une crue historique qui déborda très largement les rives de l'Yerre et du Réveillon. Puis ce furent les orages d'août 2017, 15 août et 25 août 2017, des orages d'une intensité tout à fait exceptionnelle qui ont très largement sollicité notre pluviomètre. En termes de pluviométrie, c'était un événement relativement long. Sur un mois, on a enregistré 200 mm de pluie, par exemple. Donc c'est 3 fois les normales connues sur un mois de mai classique. Donc là, effectivement, ça a donné naissance à une crue d'une ampleur historique sur l'Yerre. À l'amont, on a eu une crue supérieure à 1000 ans, supérieure à, en tout cas, la crue de référence de 78. Je crois que tout le monde a été surpris sur la crue de juin 2016 qui est arrivée quasiment aux portes de l'été. Et personne ne l'avait imaginé. Une réédition de la crue de juin 2016 est même quasi certaine, parce qu'une crue, c'est un phénomène qui reste naturel, qui est surtout inéluctable, qui fait partie de la vie des cours d'eau. Et il y aura toujours un événement plus fort qu'un autre, plus fort que celui qui est resté dans la mémoire, et sans doute plus fort un jour que celui de la crue de juin 2016. Les orages, donc, par définition, sont des événements hétérogènes, locaux, et donc très difficiles à prévoir. On peut potentiellement arriver à les prévoir, mais une échelle de temps qui est beaucoup plus courte que celle des crues traditionnelles de cours d'eau telles que connaît l'Yerre. Donc on est beaucoup plus réactif sur l'orage et l'échelle de temps est beaucoup plus brève. Sur l'orage, on va être à des horizons temporels de 2 heures. On peut prévoir un orage 2 heures à l'avance. On sait à peu près où il va tomber, mais on n'en est pas encore certain. Ces phénomènes extrêmes sont-ils de simples excentricités de la nature ou bien annoncent-ils un véritable changement climatique? C'est pour répondre à cette question que nous allons rencontrer Benoît Léniel, professeur à l'université de Rouen et membre expert du GIEC. Bonjour. Bonjour. Quelles sont, selon vous, les hypothèses les plus vraisemblables quant à l'évolution du climat dans les prochaines années, on va dire au niveau européen et plus spécifiquement au niveau de la France? Déjà, quand vous regardez dans les données existantes, on a un réchauffement sur le territoire français et les projections montrent que c'est des choses qui vont s'accentuer et on pourrait aller dans les scénarios les plus pessimistes jusqu'à plus 5 degrés Celsius. À côté aussi des températures, vous avez les précipitations. Alors il y a plus d'incertitudes, mais on va vers une diminution des précipitations. Donc une augmentation des températures, une diminution des précipitations, plus de sécheresse, plus de canicules, et dans les régions des grandes métropoles, plus de canicules. On a l'image de 2003, ce que ça peut donner. Voilà. Vous dites moins de précipitations, alors qu'on constate, par exemple au niveau du territoire du SIAG, ça a été en 2016 une inondation historique, une crue historique de l'Yerre et de la Seine également. Cet été, en août 2017, donc des orages d'une très très grande violence. Est-ce que c'est compatible avec cette sécheresse ou est-ce que c'est une contradiction ? Quand on parle de diminution des précipitations, on est sur l'annuel. Les précipitations annuelles vont diminuer. Ensuite, quand on regarde les événements extrêmes, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une diminution des précipitations annuelles et une augmentation des événements extrêmes. Et là, ce qu'on connaît sur les crues ou les tempêtes, c'est qu'on n'irait pas vers une augmentation du nombre,
mais on irait vers une augmentation de l'intensité, c'est-à-dire les crues les plus importantes seraient plus intenses, les tempêtes les plus importantes seraient plus intenses. Dans un contexte aussi complexe, pensez-vous qu'il est encore possible aujourd'hui de travailler seul, chacun dans son coin, ou est-ce qu'il est nécessaire, au contraire, d'unir les intelligences, d'unir les compétences? Il faut aller tout à fait vers ça, c'est qu'il faut à un moment donné unir vraiment les différentes compétences pour réfléchir aux meilleures mesures d'adaptation que l'on peut prendre. Il y a non seulement les mesures d'atténuation, effectivement, mais le changement climatique il est en marche, donc il va falloir prendre des mesures d'adaptation et les meilleures. Est-ce que vous pensez qu'on a encore beaucoup de temps devant nous, ou est-ce que l'urgence est vraiment de mise? L'urgence est de mise. Vous avez parlé des derniers événements qu'on a connus en termes de crues et de tempêtes, ce qui montre bien que l'urgence est de mise et qu'il faut sérieusement se mettre autour de la table, les scientifiques, les élus, les entreprises, et essayer de trouver les meilleures mesures d'adaptation et d'atténuation. Merci. Merci beaucoup. Si le climat change, nous devrons nous y adapter et changer nos façons de travailler, de penser, d'agir. Pour anticiper ces probables changements, nous avions organisé le 18 octobre dernier une journée de réflexion et d'échange sur la gestion du risque inondation. La grande crue de 2016, par sa soudaineté, son ampleur, nous a fait toucher du doigt plein de problèmes. Il ne faudrait pas une nouvelle survenue, on ne l'espère pas, mais on se prépare, notamment en communiquant, en travaillant en très étroite collaboration avec le SIAGE et avec tous nos partenaires extérieurs. Vous savez tous que le risque zéro en matière d'inondation n'existe pas. Nous devons être prêts à y faire face. Pour moi, il y a 3 sujets. D'abord, celui de vérifier, d'actualiser en permanence la capacité de la collectivité et de ses partenaires à répondre aux risques d'inondation, transmettre la culture du risque et pour transmettre cette culture du risque, sans doute mieux s'appuyer sur les habitants eux-mêmes. Quelles sont les innovations qu'il faudrait mettre en place? Qu'est-ce qui existe et qui a mal marché? La troisième question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait créer ex nihilo parce que ça n'existe pas et on a pu constater que ça manquait. Ça peut être une action de sensibilisation sociale. Désigner une personne responsable et une seule de l'information. Voilà, on définit qui communique que sur la crise aussi. De plus en plus, la police nationale et le ministère de l'Intérieur a son truc déjà prêt, ne propagez pas les fausses rumeurs, etc. Alors Luc, est-ce qu'il faut lutter contre les inondations ou est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec les inondations? Je crois qu'on ne peut pas dire lutter contre les inondations, parce que c'est nier l'évidence que l'inondation reste un phénomène naturel. En revanche, on peut s'adapter, on peut atténuer le risque, on peut le prendre en considération. Cyril, suite aux orages importants du mois d'août, certains riverains ont évoqué comme cause possible des débordements de réseau un déficit d'entretien. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes? Et on s'aperçoit que très peu de cas sont imputables à un défaut d'entretien des ouvrages d'assainissement. On est plutôt effectivement sur une saturation des réseaux qui n'ont pas pu pallier à l'événement d'une intensité exceptionnelle. Louis, durant une réunion publique à laquelle j'ai assisté, une riveraine disait qu'elle tenait la solution qui suffisait d'augmenter le dimensionnement, le diamètre de tout le réseau. Est-ce que c'est réaliste? D'augmenter en fait la taille de l'ensemble du réseau impliquerait des sommes astronomiques en matière d'investissement. Donc ceci est vraiment inenvisageable. Il faut donc trouver des solutions alternatives pour contenir en fait les ruissellements urbains. De mettre en place des diverses solutions pour justement que la pluie s'infiltre directement sur place. Déjà, la première solution, c'est d'éviter ce ruissellement. Donc ça sera de ne pas imperméabiliser ou de désimperméabiliser ce qui est déjà existant. Donc supprimer les bétons, plutôt privilégier la pleine terre pour que l'eau s'infiltre directement. Certains riverains s'étonnent qu'une société technologique comme la nôtre puisse encore subir des phénomènes naturels comme une crue. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet étonnement? La technologie donne une fausse impression de sécurité, l'illusion que finalement tout est sous contrôle. En réalité,
Quand on regarde les événements contemporains, les catastrophes naturelles dans le monde, il n'y a aucun événement où on peut dire que la technologie a sauvé les personnes. En revanche, la technologie a peut-être alerté, ce qui a permis de sauver les personnes. C'est là la différence. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est implanter davantage de capteurs pour pouvoir effectivement voir s'il y a des changements ou pas au niveau climatique. Donc on va implanter davantage de pluviomètres, on va implanter des piézomètres de la nappe pour surveiller ce qui se passe et les différentes interactions qu'il peut y avoir entre la nappe et le cours d'eau. C'est pour ça qu'on va installer aussi davantage de capteurs sur le cours d'eau. Est-ce que vous pourriez donner 2-3 conseils simples, concrets, à des riverains pour leur permettre de limiter leur exposition au risque inondation? Pour tenter de protéger son habitation, on va mettre en place des protections qui vont empêcher l'eau de rentrer dans la maison. Par les portes, aussi par les fenêtres et toutes les entrées d'air. C'est ce qu'on appelle les bâtards d'eau, par exemple. C'est ce qu'on peut appeler des bâtards d'eau. À l'intérieur de la maison, en revanche, si on ne peut pas arrêter l'eau, si l'eau rentre dans la maison, l'habitation, il faudra essayer de la penser avec des systèmes électriques peut-être plus hauts, avec des matériels et des matériaux qui repoussent l'eau, des matériaux dits hydrophobes, par exemple. Il existe des solutions simples, peu coûteuses justement pour gérer les eaux pluviales à la parcelle via des tranchées drainantes, donc juste une tranchée avec de la grave dedans pour que les eaux pluviales puissent s'infiltrer de manière diffuse, des puits d'infiltration, des petits bassins, des aménagements paysagers qui s'intègrent parfaitement dans tous les jardins. Face à ce nouveau contexte, il est essentiel d'adopter de nouvelles façons de penser et d'agir. Pour aborder cette question, je vous invite à rencontrer avec moi Alain Chambard, président du SIAGE. Monsieur le Président, ces phénomènes climatiques exceptionnels qui excèdent les capacités classiques d'intervention induisent-elles un repli de la puissance publique? Bien évidemment non. Vous comprenez bien que sur des questions aussi larges, impliquant autant de citoyens, et nécessitant une vision globale, une collectivité comme le SIAGE a au contraire un rôle essentiel à jouer. Nous continuerons bien sûr à remplir nos missions traditionnelles liées à l'assainissement, à la gestion des eaux, à la prévention des inondations. Car au-delà des travaux de l'entretien de notre patrimoine, nous avons dans cette nouvelle configuration un important rôle de conseil et de coordination à jouer. Et pourquoi cette évolution? Eh bien, quand le contexte change, on ne peut pas continuer à appliquer mécaniquement les vieilles méthodes. Il faut s'adapter à ce que Roosevelt, en son temps et sur le plan économique, avait appelé un New Deal, une nouvelle donne. Le climat est en train de nous distribuer de nouvelles cartes. Et il nous faut jouer et fonctionner avec ces nouvelles cartes, avec les cartes qui nous sont aujourd'hui distribuées, même si elles ne nous plaisent pas toutes. Face à ce changement climatique qui semble se dessiner et dont tout le monde parle, on pourrait résumer la nouvelle attitude à adopter par 3 mots-clés. D'abord, la créativité. Il faut sortir du cadre et trouver des solutions nouvelles, des partenariats nouveaux, et notamment en matière de prévention et de sensibilisation. Et puis ensuite, en deuxième point, c'est la transversalité. Plus personne ne peut prétendre agir efficacement seul dans son coin. Il faut développer et consolider des approches partenariales sur des sujets comme la voirie, l'urbanisme et enfin la responsabilité. Tout comme en matière de sécurité routière, la responsabilité de la gestion du risque inondation ne peut reposer uniquement sur les pouvoirs publics. Il existe d'autres acteurs qui doivent prendre leur part. Les assureurs, les entreprises, les associations de consommateurs et bien sûr les citoyens. Comment comptez-vous associer ces nouveaux acteurs? Il faut prendre conscience que ce sera un travail de longue haleine. Mais pour lancer cette réflexion, j'ai décidé d'organiser au printemps prochain une table ronde qui les réunira pour commencer à concevoir ensemble de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de penser et surtout de nouvelles façons d'agir.